Le camp surgit à leur vue alors qu'ils contournèrent une pointe rocheuse, un ensemble de constructions en bois tout juste érigées, alignées avec précision, ceinturées par une clôture qui paraissait presque timide dans sa simplicité. Des miradors s'élevaient aux angles, mais ils étaient bien plus discrets que les bastions menaçants que les prisonniers avaient imaginés. À leur descente du bateau et leur rassemblement sur le quai, Richter repéra des éléments qui le déconcertèrent. Les édifices paraissaient solides et bien conçus. De la fumée s'échappait de plusieurs cheminées, signe que les baraquements étaient à chauffer. Non loin, un groupe d'hommes en uniformes américains disputait une partie de baseball sur un terrain défriché jouxtant le camp, leur rire résonnant au-dessus de l'eau. Le capitaine Morrison les attendait tandis que les prisonniers étaient conduits depuis le quai. Grand et mince, les cheveux grisonnants, portant des lunettes à monture métallique qui lui conféraient une allure d'érudit, malgré son tenue militaire, il s'avança quand la formation fut au complet pour s'adresser à eux. Quelques prisonniers, dont Richter, maîtrisaient suffisamment l'anglais pour traduire aux autres. Morrison expliqua que le camp avait été édifié pour les loger pendant qu'ils œuvreraient sur divers chantiers de construction. Ils seraient traités conformément aux conventions de Genève, et même au-delà des exigences minimales, car il estimait cela juste. Le travail s'étalerait sur 6 jours par semaine, le dimanche étant consacré au repos. Ils recevraient les mêmes rations que les troupes américaines en Alaska, complétées par du poisson et du gibier quand possible. Les soins médicaux seraient assurés par le médecin du camp, le lieutenant Sarah Chen, une praticienne diplômée de San Francisco. Ils pourraient expédier et recevoir du courrier via la Croix-Rouge internationale. Les tentatives d'évasion seraient sanctionnées, mais il insista sur le fait que la Wilderness alaskane était bien plus redoutable que n'importe quel factionnaire. Richter écoutait, de plus en plus incrédule. Cela ne pouvait être vrai. Ce devait être une ruse psychologique pour les désarmer avant que les vraies souffrances ne commencent. Autour de lui, les traits de ses camarades reflétaient la même méfiance. Tout ce que débitait Morrison contredisait la propagande qu'on leur avait serinée, et ce décalage mental était vertigineux. Les prisonniers furent séparés en groupes et dirigés vers les baraquements. Richter se retrouva dans le numéro 7 avec 31 autres hommes. À leur entrée, la stupeur persista. Chaque occupant disposait d'un lit individuel muni d'un vrai matelas, loin d'une simple planche surmontée d'une mince paillasse. Des casiers accueillaient les effets personnels. Des tables et chaises permettaient d'écrire ou de jouer aux cartes. Un poêle à bois diffusait une chaleur agréable, et les fenêtres étaient dotées de vitres véritables. Au fond, une petite bibliothèque proposait des ouvrages en allemand, classiques de la littérature et de la philosophie, manuels techniques et même quelques romans récents. Hans Weber, mécanicien hambourgeois de son unité, s'installa sur son lit attitré et en testa le moelleux. Il déclara à voix haute, pour que tous entendent, que c'était supérieur à bien des hôtels qu'il avait connus avant la guerre. Ça ne pouvait être que provisoire, jusqu'à ce qu'on les dresse. Puis viendraient les vraies privations. Mais Weber se trompait. Et au fil des semaines suivantes, ils comprendraient tous à quel point. 3 jours plus tard arriva la première affectation,
150 hommes, Richter inclus, furent envoyés sur un chantier routier reliant le camp à un réseau autoroutier plus vaste, à 23 kilomètres à l'est. La tâche était rude: abattage forestier, déblaiement, mise en place de gravier. Mais sans excès inhumain. Les journées s'étiraient de 7 heures à 16 heures, avec pause déjeuner à midi. Les gardes veillaient, sans brutalité, et le contremaître américain Bill Harrison, ex-responsable des routes d'un comté du Montana, traitait les prisonniers avec la même rudesse professionnelle que des ouvriers civils. Âgé de 63 ans, trop vieux pour le front, mais trop compétent pour des besognes inutiles, il avait tracé des voies à travers le Montana pendant 30 ans et aborda le projet Alaskan avec un pragmatisme terre-à-terre. Apprenant que certains captifs avaient une expérience en construction, il les intégra sans tarder au débat sur la planification. Richter, ingénieur de formation avant la guerre, collabora ainsi avec Harrison pour résoudre des problèmes d'écoulement là où le pergélisol posait des défis spécifiques. Ce paradoxe mental était sidérant. Ces hommes étaient censés être des ennemis. Pourtant, ils coopéraient sur des questions techniques dans un respect réciproque. Harrison n'évoquait jamais le conflit, ne proférait aucune remarque blessante, se concentrant sur l'essentiel. Quand un prisonnier proposa une variante au plan de terrassement qui économiserait temps et matériaux, Harrison l'adopta sur le champ et veilla à en créditer l'auteur dans ses rapports. La nourriture devint une autre source d'émerveillement. La cuisine du camp était dirigée par le sergent Tom Matsuda, un nippo-américain de deuxième génération originaire de Californie, dont toute la famille avait été internée au début du conflit. Matsuda aurait pu se montrer rancunier, décharger sa colère sur les prisonniers dont il avait la charge. Mais il aborda au contraire sa tâche avec fierté et inventivité. Il apprit à concocter des repas adaptés aux rations américaines tout en tenant compte des goûts des prisonniers, en fusionnant saveurs locales à base de poissons et de gibier. Richter se mit alors à tenir un journal, écrivant à la lueur de la lampe le soir après le travail. Ses notes d'octobre 1943 faisaient état de son conflit intérieur pour concilier son conditionnement idéologique avec sa réalité quotidienne. Il évoquait la gentillesse des gardes qui apportaient du café supplémentaire aux équipes par les matins les plus glaciaux. Il consignait des échanges avec des soldats américains partageant des photos de leurs proches et s'enquérant de sa ville natale. Il dépeignait le médecin du camp, le lieutenant Chen, soignant une dent infectée d'un prisonnier avec le même dévouement que pour un patient américain. Une entrée de début novembre se révélait particulièrement éloquente. Richter y confiait qu'il s'était préparé à haïr ses geôliers, s'attendant à ce qu'ils lui fournissent des motifs pour entretenir cette haine, mais qu'au lieu de cela, il saperait méthodiquement sa vision d'eux comme ennemis. Pas par propagande ni violence, mais par une simple décence humaine. Comment préserver sa conviction idéologique quand les faits observés de ses propres yeux infirmaient tout ce qu'on lui avait inculqué? L'hiver 1943 à 1944 fut exceptionnellement rude, même aux normes alaskaines. Les températures chutaient souvent sous moins 25 degrés Celsius, et la neige s'amoncela jusqu'à 2 mètres par endroits. Les travaux extérieurs
furent suspendus par le plus mauvais temps. Les prisonniers réaffectés à des tâches intérieures. Pourtant, même en cette période, les conditions restaient humaines. Les baraquements demeuraient chauffés, la nourriture suffisante et les loisirs encouragés. Ce fut cet hiver-là que s'amorça la transformation la plus profonde. Avec plus de temps libre, prisonniers et gardes nouèrent des contacts plus personnels. Des cours d'anglais furent organisés pour ceux qui souhaitaient progresser. Un tournoi d'échecs opposa prisonniers et Américains dans une rivalité acharnée mais cordiale. À l'approche de Noël, le capitaine Morrison autorisa une fête spéciale avec mets traditionnels, guirlandes et chants de Noël allemands et américains résonnant dans la chapelle du camp. Cette chapelle en elle-même constituait une surprise. Petite construction édifiée par le volontariat des prisonniers et gardes, elle accueillait diverses confessions. Un aumônier protestant du Minnesota officiait en anglais, tandis qu'un prêtre allemand parmi les prisonniers célébrait des messes catholiques dans sa langue maternelle. Les Juifs disposaient d'espace et de temps pour leurs rites, et les sans-religion étaient respectés dans leur choix. En janvier 1944, un épisode devint légendaire chez les prisonniers. Une équipe de travail rentrait au camp quand surgit un ours brun sorti prématurément d'hibernation. Déconcerté et agressif, l'animal barrait le chemin du retour. Les gardes auraient pu l'abattre, mais ils tirèrent des coups de semonce pour le chasser tout en mettant les prisonniers en sécurité. Quand la bête refusa de bouger et avança, le caporal Mike Sullivan de Boston s'interposa entre elle et les hommes, continuant les tirs d'avertissement jusqu'à ce que l'ours fasse demi-tour et regagne la forêt. Les prisonniers en restèrent abasourdis. Sullivan avait mis sa vie en péril pour les protéger d'un danger étranger au conflit. De retour au camp, la nouvelle se propagea et son effet psychologique fut immense. Ces Américains ne se comportaient ni en conquérants ni en oppresseurs. Ils agissaient comme si la vie des prisonniers comptait, comme si la sécurité humaine primait sur les frontières nationales et les loyautés militaires. Le docteur Sarah Chen incarnait un autre défi aux préjugés des prisonniers. Femmes exerçant l'autorité, ce qui heurtait leurs normes culturelles, d'ascendance chinoise, compliquant leur vision des hiérarchies raciales apprises, et dotées d'une compétence incontestable, soignant maux courants comme blessures graves, avec un savoir-faire au moins égal à celui de leur propre système médical militaire. Quand Hans Weber contracta une grave infection respiratoire en février, Chen veilla jour et nuit pour le sauver, recourant aux antibiotiques fraîchement disponibles et le surveillant en personne jusqu'à la guérison. Le printemps 1944 relança les chantiers. La route fut achevée en avril, fruit des efforts conjoints des prisonniers et du personnel américain. Harrison souligna dans son rapport final les mérites des ouvriers allemands, soulignant que leurs compétences et leur engagement avaient surpassé ses prévisions. Plusieurs prisonniers furent ensuite affectés à un nouveau chantier, la construction d'un ensemble d'entrepôts près de Juneau. Cette mission permit à RTOR et à 73 autres détenus d'entrer pour la première fois en contact avec la population civile alaskienne plus large. Le site de travail, situé à proximité de Juneau, attirait parfois le passage de résidents locaux, dont les réactions étaient mitigées.
Certains se montraient hostiles, endeuillés par la perte de proches dans le conflit, tandis que d'autres affichaient de la curiosité ou même de la sympathie, entamant des discussions, offrant du café ou des sandwichs, et considérant les Allemands comme des individus plutôt que comme les incarnations d'une idéologie ennemie. Une rencontre marqua particulièrement la mémoire de Richter. Une vieille dame nommée Margaret Thompson, dont le petit-fils avait été porté disparu au combat dans le Pacifique, arrêta un jour son camion près du chantier et s'adressa aux gardes pour demander à parler aux prisonniers. Après consultation, le capitaine Morrison autorisa l'entretien. Âgée de 74 ans, Madame Thompson apporta des biscuits faits maison et souhaita évoquer son petit-fils avec eux. Elle leur montra sa photo, raconta son amour de la pêche et son rêve de devenir professeur, puis prononça des mots qui laissèrent les hommes sans voix. Elle affirma qu'il n'était pas responsable du sort de son petit-fils, qu'ils n'étaient que de jeunes gens pris dans un engrenage bien plus vaste qu'eux-mêmes, et qu'elle tenait à leur faire savoir qu'ici, dans cet endroit reculé, quelqu'un les voyait comme des êtres humains et espérait qu'ils rentreraient sains et saufs auprès de leur famille. Nombre de prisonniers avaient les larmes aux yeux pendant son récit. R.T. O.R. nota plus tard dans son journal que la simple humanité de Madame Thompson avait réalisé ce qu'aucune propagande n'aurait pu accomplir. Elle leur avait rappelé que la souffrance était universelle, que la perte ignorait les frontières nationales, et que la compassion pouvait surgir même au cœur d'un deuil immense. À l'été 1944, le camp d'excursion Hinley s'était transformé en un lieu singulier. La productivité y était élevée, les tentatives d'évasion quasi inexistantes, et les liens entre prisonniers et gardiens s'étaient mués en un respect réciproque, approximatif. Cela ne signifiait pas que les hommes avaient effacé de leur esprit leur statut de captifs ou leur nostalgie du pays, mais ils ne craignaient plus leur geôlier et commençaient à remettre en cause les récits qui les avaient conduits là. Les nouvelles du front parvenaient au camp via les journaux et les radios. Les prisonniers apprirent pour le débarquement allié en Normandie en juin, la progression constante en France, la dégradation de la situation en Allemagne. Pour beaucoup, ces informations suscitaient des sentiments contradictoires. Ils aspiraient à la fin de la guerre, mais resteront près de l'heure, mais devaient affronter l'effondrement de la cause pour laquelle ils s'étaient battus. Richter entama une réévaluation profonde de toutes ses convictions. Ses notes de journal dépeignant un homme aux prises avec des interrogations essentielles sur le devoir, l'idéologie et la morale. Il relata des échanges avec le capitaine Morrison, qui confia ses propres doutes sur la nécessité des guerres à l'échelle industrielle et le coût humain des conflits modernes. Il se débattait avec sa propre complicité, ses choix personnels et la notion de responsabilité dans le cadre de l'obéissance aux ordres. L'automne 1944 apporta un tournant. La Croix-Rouge instaura enfin un service postal fiable vers les camps d'Alaska et les lettres commencèrent à affluer d'Allemagne. Pour de nombreux prisonniers, c'était le premier lien familial depuis plus d'1 an. Ces missives procurèrent de la joie, mais aussi du chagrin. Nouvelles de maisons rasées par les bombardements, de parents disparus ou confirmés morts, de communautés ravagées par des années de guerre. RTOR
apprit que son jeune frère était porté disparu à l'Est. Et cette douleur se teintait de complexité en raison de la bienveillance de ses geôliers. Le docteur Chen observa l'impact psychologique de ces courriers et mit en place des groupes de soutien où les hommes pouvaient exprimer leur deuil et leurs angoisses. Animés par l'aumônier Anderson, ces ateliers attirèrent une forte participation. Des soldats, habitués à taire leurs émotions dans la culture militaire rigide de leur origine, s'ouvrirent enfin, soutenus par leurs camarades de détention et du personnel américain compréhensif. L'hiver 1944 à 1945 fut une période d'attente. Même les prisonniers les plus optimistes admettaient désormais que la guerre touchait à sa fin et que l'issue ne serait pas favorable à leur patrie d'origine. La population du camp avait atteint 423 hommes avec l'arrivée de nouveaux venus d'autres théâtres d'opération, et ces recrues s'étonnaient souvent des conditions qu'ils découvraient. Parmi eux figurait Edman Friedrich Bauer, leur ancien officier logistique, capturé en France. Bauer se montrait amer et méfiant, persuadé que ce traitement apparemment clément n'était qu'une ruse. Il retrouva sa mère encore en vie, mais son père avait disparu et son jeune frère fut officiellement déclaré perdu. Grâce à sa formation d'ingénieur, il contribua activement aux efforts de reconstruction. En 1948, il se maria, éleva 3 enfants et mena une existence paisible. En 1967, il publia ses mémoires relatant son séjour en Alaska. Intitulé The Unexpected Enemy, l'ouvrage retraçait son évolution, passant d'un officier fervent idéologue à un homme convaincu que l'humanité prime sur les frontières nationales. Le livre toucha un large public dans une Allemagne aux prises avec son passé, provoquant des débats sur l'essence de l'inimitié et les voies de la réconciliation. Richter intervint dans les écoles et universités, soulignant invariablement que ses geôliers lui avaient dispensé plus de leçons sur la dignité humaine que n'importe quelle doctrine politique. Le capitaine Morrison, lui, resta en Alaska après la guerre, quittant l'armée pour œuvrer comme ingénieur civil sur divers chantiers d'infrastructure. Il évoquait rarement son rôle à la tête du camp de prisonniers, le considérant comme un simple épisode de son devoir. Contacté par Richter dans les années 1960, il se réjouit d'apprendre que l'ex-captif avait réussi sa vie et accepta de rédiger une préface pour les mémoires. Le camp d'excursion Inlay fut démantelé en 1946, ses bâtiments en grande partie démontés ou reconvertis. En 1985, un modeste mémorial y fut inauguré, honorant à la fois les prisonniers détenus sur place et les Américains qui l'administraient. La plaque commémore ce lieu comme un symbole d'humanité au cœur du conflit, rappelant que, même dans les heures les plus sombres, l'on peut opter pour la compassion plutôt que pour la cruauté. L'histoire des camps de prisonniers en Alaska resta longtemps méconnue, éclipsée par les grands récits de la guerre. Pourtant, les historiens qui scrutèrent les archives découvrirent des faits stupéfiants. Ces installations affichant les taux d'évasion les plus bas, les niveaux de productivité les plus élevés et le moins d'incidents sécuritaires parmi tous les camps américains. Mieux encore, elles incarnèrent une expérience morale, vérifiant si une dignité accordée aux ennemis générait de meilleurs résultats qu'une simple observance minimale
des conventions internationales? La réponse fut limpide. Traiter les prisonniers en êtres humains, et non comme des objets de mépris ou de terreur, engendrait coopération, efficacité et souvent une métamorphose psychologique profonde. Ces camps alaskans n'effaçaient pas les horreurs de la guerre, ni n'absolvaient quiconque des crimes perpétrés, mais ils prouvaient que, même au sein d'un conflit industriel, les choix individuels envers autrui gardaient toute leur portée. Pour Klaus Richter et les centaines d'autres prisonniers passés par ces camps, l'expérience fut décisive. Ils anticipaient la mort ou l'avilissement. Ils y trouvèrent une humanité inattendue. Cette rencontre les obligea à remettre en cause la propagande ingérée, l'idéologie servie et leur certitude sur le monde. Nombre d'entre eux en ressortiraient transformés, portant non seulement le souvenir des montagnes glacées et du labeur ardu, mais une leçon essentielle sur la force de la simple décence humaine à dissoudre les haines les plus ancrées. Dans les décennies postérieures, tandis que l'Allemagne se relevait et s'intégrait à la sphère des nations démocratiques, d'anciens détenus des camps américains jouèrent souvent un rôle positif dans cette renaissance. Leur immersion, même contrainte, dans la société et les valeurs américaines leur offrit des perspectives précieuses pour tisser des liens entre ex-adversaires. Richter s'engagea personnellement dans des associations d'amitié germano-américaines, partageant son parcours pour montrer que la réconciliation était possible et que dépasser les stéréotypes nationaux s'avérait crucial. Il affirmait que son séjour en Alaska n'avait en rien diminué son attachement à la patrie, mais lui avait révélé la compatibilité entre patriotisme et valeurs humaines universelles. L'ironie ultime résidait dans cette nature sauvage qu'il redoutait comme un tombeau. Elle devint pour beaucoup un havre de beauté imprévue, teinté de nostalgie. Les ex-prisonniers qui en parlèrent évoquaient souvent la grandeur austère des paysages alascains, les aurores boréales illuminant les cieux hivernaux, la profusion estivale exceptionnelle. Le lieu pressenti comme leur sépulture s'était mué en berceau de renaissance, et ce paradoxe imprégnait leur vision de ces années.